Bonjour. Ben, bonjour. Alors, Jimena Wallerstein, j'ai bien prononcé ton nom? Bravo. Tu es la cofondatrice de Modulatio. Jusqu'à maintenant, est-ce que tu es satisfaite de ce que tu as entendu ou est-ce qu'on a oublié de dire des choses qui sont importantes par rapport à ce que vous faites? Je vais les punir, ils vont passer à la trappe et à la casserole. Non, c'est tout à fait juste ce qu'ils disent. Et peut-être tu parlais des applications précises. J'ai par exemple une dalle de bâtiment collectif. C'est un travail que nous conduisons avec des partenaires industriels et dans lequel on arrive à économiser jusqu'à 65% de matière par rapport à une dalle conventionnelle comme celle qui est sous nos pieds. Moi j'ai un ami, je ne vais pas dire le nom de sa boîte, mais qui bosse dans une boîte qui fait des murs de béton de 2 cm d'épaisseur. Et c'est du béton 3D. Donc vous, c'est un peu la même chose. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que c'est encore du béton armé ou pas? Non, c'est pas du béton armé. C'est effectivement cette idée-là. Nous aussi, le paroi de notre dalle fait 3 cm et à l'intérieur, ce qu'il y a, c'est des structures architecturées, donc comme tes os ou les miens, c'est-à-dire des trabécules dont dans l'industrie on nomme des structures lattices, mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va répartir la matière et effectivement, en variant la géométrie et la densité relatif, on peut arriver à des épaisseurs qui sont extrêmement fins et en choisissant correctement les matériaux avec lesquels on vient de travailler également. Alors moi, on m'a indiqué 2 mots-clés quand j'ai préparé l'émission, c'est les micro-composites et les myco-composites, et on m'a dit qu'il ne fallait pas les confondre. Mais les premiers, je ne sais pas ce que c'est. Les deuxièmes, c'est le myco-composite. Les myco-composites, ça doit être avec les champis, j'imagine. Oui, voilà. C'est le monsieur d'à côté, je pense. Voilà, c'est les myco-composites, en effet. En fait, notre technologie est une technologie de moulage à noyau perdu. Donc, par exemple, pour cette dalle de bâtiment, nous venons couler le béton à l'intérieur d'une forme tridimensionnelle, un peu complexe. Donc, on vient couler à l'intérieur. Qui dit forme dit moule. Exactement. Et donc c'est les dalles qui font quelle dimension? En fait, c'est la dimension du bâtiment. En fait, ça s'adapte à n'importe quelle dimension de bâtiment. Mais un moule de 200 mètres d'arête, c'est difficile à fabriquer. D'accord. Donc, en ces cas-là, pour être très précis, c'est des dalles qui sont préfabriquées. Donc, c'est dans la limite du transport. Donc aujourd'hui, les limites du transport, c'est qu'on fait des dalles des 12 mètres parce que par 1,20 m, donc c'est les normes, les habitudes aussi, dans lesquelles on doit s'ancrer parce qu'on va changer les habitudes peu à peu. Mais en plus, ces dalles préfabriquées, il va bien falloir les déplacer. Donc les contraintes de la dimension sont reliées aux contraintes du déplacement. Les dalles dont tu parles, elles ressemblent à quoi? On dirait un morceau de gruyère avec plus de trous? Quand on les coupe, ça ressemble énormément à une clavicule d'oiseau. Quand on les tranche par le milieu. Cyril, tu peux aller chercher une clavicule d'oiseau, s'il te plaît? Donc, Valentin parlait tout à l'heure de relier la forme et la structure. Donc, si vous voyez vos fémurs, par exemple, ou la clavicule de cet oiseau, on a des parois dans les peaux qui vont être plus épaisses ou plus fines et on va avoir des formes à l'intérieur qui ressemblent plus à des trabécules, c'est-à-dire à des tiges, à des filaments, et d'autres qui ressemblent plus à des éponges. Mais ce n'est pas aléatoire. Quand vous les voyez, vous vous dites « Ah, mais quel désastre, on croit que ça va partout », mais en fait, pas du tout. C'est extrêmement précis et nous... Avec Valentin, avec Romuald, eux surtout, parce que moi je fais d'autres choses dans l'entreprise, ils viennent adapter ces formes aux contraintes. Ouais. Donc quand on les coupe, et en effet, on voit des structures lattices qui vont varier la dimension, l'épaisseur des pieds, l'angle des formes, selon la contrainte. Et s'il y a plus de flexion ou plus de compression, on va venir varier. D'accord. Moi, je voudrais quand même en revenir, parce que tu me parles de trabécule, à cette histoire de Tour Eiffel. J'ai fait une émission sur le fait que la Tour Eiffel, je le répète, elle a été inspirée à la base par un Allemand dont Cyril va retrouver le nom, de cet Allemand qui m'échappe, sur Wikipédia, mais qui a observé que dans les fémurs dont tu parles, la matière vient se disposer le long des lignes de force. C'est-à-dire là où il y a besoin de matière, il y a quelque chose dans la construction de nos propres corps qui fait que la matière vient se déposer là où il y a de la contrainte, c'est-à-dire là où ça ne doit pas bouger en fait.
si ça ne te dérange pas, je te sers de Wikipédia pour l'instant T. Tu parles de la loi de Wolff. Alors, d'accord, on va chercher le nom du gars, mais on va... En fait, effectivement, c'est un chercheur, et ça date, hein, on est en train en 1860, ouais. 1850, c'est dans ces eaux-là. Et en fait, nos os vont venir créer la matière là où la contrainte des muscles vient forcer. Donc, plus on vient poser une contrainte, plus l'os va venir créer la matière. Déposer de la matière qui Absolument. Va... Ouais, c'est assez rigolo. C'est-à-dire que là, comme on est tous les trois assis, il ne se passe pas grand-chose dans notre squelette. On est en train de se solidifier. Mais comme je sais que juste après, tu as un rendez-vous à la salle de musculation, oui, ton squelette va se solidifier pendant que tu seras là-bas. Parce que tu vas créer de la contrainte. Ah oui. Ouais. Non, ce que tu dis est pas bien que tu sois un adulte. Oui. Sinon, ça serait le contraire, en fait. Quand on va dans l'espace, on manque de contraintes et en réalité, en ce moment-là, on vient flotter et on perd la densité osseuse. Oui. C'est l'occasion de rendre hommage à Cyril, messieurs, dames, quand même, qui est là, qui s'occupe du son, qui s'occupe des invités. Alors déjà, c'est l'occasion de te lancer un grand merci. Qui vient de me trouver le nom que je cherchais. Ce monsieur à qui on doit la Tour Eiffel, beaucoup plus que Gustave Eiffel, s'appelle Maurice Koechlin. Ah. Koechlin. Ah, du coup, et c'est le père de toute cette industrie du treillis. Partout dans le monde, même la Statue de la Liberté à l'intérieur, elle est encore en treillis. Tout a été fait en treillis à partir de cette époque-là dont on parle, du 19e. Enfin, c'est pas qu'anecdotique. Et c'est Koechlin qui a, de ce qu'il a observé dans l'os du fémur, a imaginé ces histoires de treillis le premier. Et il a bossé chez Eiffel, etc. Donc ça me paraissait pas inutile de dire son nom. Tout à fait. Bon, donc merci Cyril. Merci, puisque Maurice. Effectivement Wolff est du côté médical, donc ça doit être un ingénieur et c'est de l'autre côté, du côté biologique. Ok, puisqu'on parle de nom, tant que j'y suis, votre entreprise s'appelle Modulatio. Pourquoi elle s'appelle comme ça? Pourquoi? Pour moi tout fait sens, le nom qu'on choisit fait sens. C'est du latin, et en latin ça veut dire variation. Et justement on fait varier, comme l'expliquait tout à l'heure Valentin, on fait varier la quantité de matière en fonction des contraintes. D'accord. D'où ce modulation. D'accord. Ok. Valentin s'est éloigné. On sent qu'il commence à avoir soif. Alors, Cyril, justement, me dit qu'il reste 5 minutes. Moi, ah bah tiens, Maude, salut. La présidente du comité français de l'UICN est parmi nous, messieurs, dames, quand même. Il reste 5 minutes. Je propose qu'on prenne quelques questions. Peut-être vous en avez par rapport à tout ce qu'on a été dit. Il y a forcément des choses qu'on a oubliées. Et en attendant que les questions mûrissent, moi je vous en pose une. Quelle est la question? J'aime bien cette double question en fait. Quelle est la question qu'on vous pose toujours et qui vous énerve le plus? Rien. On vous pose jamais de questions? Celle-là. D'accord. Bien joué. Très bien joué de ta part. Quelle est la question qu'on vous pose jamais et que vous aimeriez qu'on vous pose? Qu'on vous pose pas assez souvent. Peut-être que j'ai oublié. Quand est-ce qu'on démarre ensemble un projet? Non, on nous la pose en réalité assez souvent. Mais c'est tant mieux parce que ça veut dire que les paradigmes et l'industrie elle-même, elle est en train de bouger, qu'il y a des choses qui changent. On est sollicité, mais que ça aille plus vite pour avancer dans les projets industriels, en fait. Une agilité. Ceci dit, on ne m'a pas posé la question comment est-ce qu'on peut aller plus vite pour être plus résilient. Ouais. Et la réponse à cette question, qui n'est pas inintéressante, c'est quoi? Comment on fait avancer les Schmilblick plus vite? Je pense qu'il y a des temporalités différentes entre l'innovation et les consortiums et les gros industriels. Et qu'ils soient plus agiles, plus en lien avec l'envie de dépasser leurs propres difficultés internes, en fait, comment faire, agiliser les process, être plus collaboratif, travailler davantage avec ce que les uns et les autres nous savons faire, travailler en consortium. Puisque Romuald l'a tout ramené à l'argent, il a eu malheureusement raison de le faire. Ah, petite annonce. Est-ce que vos dalles coûtent considérablement plus cher que ce qui existe? Non, elle risque, si on voit le coût complet du bâtiment, on va alléger le bâtiment tout entier et la dalle risque d'être moins chère que celle qu'on pose aujourd'hui.
in fine, puisque en réduisant le poids de la dalle, on réduit les fondations, on enlève la quantité des poutres, on réduit le nombre des colonnes, et in fine, le bâtiment, il est au même prix ou voire moins cher. Et sur des pièces mécaniques, par exemple en automobile, c'est ce qu'évoquait Valentin tout à l'heure avec la multifonctionnalité. Si on remplace 3 pièces par une seule, on est forcément moins cher au final. Alors, en dédicace tout à l'heure, je parlais avec Belkacem. Et Belkacem, est-ce que ce qui vient d'être dit te parle? Est-ce que toi-même, tu peut-être as une question ou un commentaire à faire par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Bonjour, donc moi c'est Belkacem, je me présente, je peux me présenter vite fait. Donc je suis doctorant en fait en sciences des matériaux, je travaille notamment sur l'impression 3D et en fait je crée des nouveaux alliages d'aluminium optimisés pour la fabrication additive LPBF, donc sur lit de poudre. Et oui, alors je suis totalement raccord avec tout ce que vous racontez. Je trouve qu'il y a des informations très intéressantes et j'avais surtout une question en fait par rapport aux structures. Comment vous pouvez gérer par exemple en cas de séisme, est-ce que vos structures sont adaptées à des contraintes, on va dire, exceptionnelles? C'est ça exactement. Alors, je vais dire globalement oui, et pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est qu'en cas de séisme, là on parle de bâtiment, hein, on ne parle pas effectivement de pièces d'automobile ou autres. Le premier choix qu'on doit faire, c'est faire du léger. Parce qu'évidemment, plus on a de masse en haut du bâtiment, et plus on va être sensible au séisme. Donc forcément, là, si on arrive en télématière, enlever du poids, c'est plutôt mieux. La deuxième chose, c'est que ces structures, et je reviens au monde du vivant, ces structures ont une capacité à dissiper les vibrations elles-mêmes en se mettant en mouvement. On le voit dans le bec d'un oiseau, notamment l'exemple le plus frappant, c'est le pivert, à cet égard-là, qui donne des grands coups de bec. On pourrait se dire, mais il est fou, quoi, il doit se faire mal. Et en fait, non, parce que les structures qui sont à l'intérieur de son bec entrent en vibration et encaissent le choc. Voilà. Et donc dans un cas de séisme, les vibrations à petite échelle permettent la grande échelle d'être plus résiliente. D'accord. Merci. Alors, merci d'être passé, Belkacem, c'était trop court. Et puis en plus, il y a des gens qui parlent, on parle tous en même temps, c'est horrible. En tout cas, on me fait signe que notre entretien touche à sa fin. Il n'y a pas d'autres questions, mais je vous invite, on reste là. Donc tous ceux qui souhaiteraient discuter avec Romuald et Jimena, j'ai bien prononcé ton prénom? Magnifique, très beau espagnol. Tu es chilienne ou espagnole? Je suis née au Mexique. Ah, Jimena. Très bien. Tous ceux qui voudraient en savoir plus, évidemment, on les invite à venir nous rejoindre et à discuter, y compris avec Belkacem, qui opère dans le même domaine. Quant à moi, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de balade dans ce